Alors, bon, on va en arriver au top 10. Le top blanc le pour top moi. blanc et mon top 10. Mais bon, voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est un par un, voilà, on se donne nos... Et en allant bien sûr vers, a priori, je dis bien, on va prendre ça avec des pincettes, a priori, on va vers le préféré, voilà. Donc on remonte peu à peu. Voilà. Alors moi, bon, commençons. Voilà, c'est moi mon 10e, c'est Brimstone. C'est un film dont on n'a pas entendu beaucoup parler. Enfin, il est mal distribué déjà, ce qui a été le syndrome de beaucoup de films malheureusement cette année. Même le dernier de Balaguerro. Voilà, tout à fait, Muse, qu'on n'a pas pu voir du coup, à 3 salles en France, on va pas... c'est compliqué là. C'est dommage parce que ses précédents étaient quand même géniaux. Ah, moi, Balaguerro, j'aime beaucoup. C'est fragile, n'est-ce pas? Fragile. Avec la musique de l'excellent Rocky Bagnos. Bien entendu. Baladatrice. Sa plus belle, peut-être même. The Machinist. Ouais. Ah non, mais... Et donc, bon, pour revenir à Brimstone, alors on pourrait le voir comme un western, mais ce que je trouve très intéressant avec ce film, c'est que c'est vraiment un film qui, au confluent de plein de genres. Il y a à la fois de l'horreur, il y a à la fois du drame, bien entendu, ça flirte avec le fantastique, et oui, le western, bien entendu, et ce côté survival. Voilà. Parfois. Oui, survival, huis clos aussi. Et donc tout ça, et en même temps, le film arrive à faire la synthèse de tout ça. Alors il chapitre un peu son récit, ce qui est la grande force du film. En parallèle avec la Bible. Oui, totalement. Un personnage méchant qui a... Génialissime, ce méchant joué par Guy Pearce, qu'on avait pu voir pour un de ses plus rôles plus connus, c'est Memento, voilà, dans le rôle. Et là, c'est une incarnation du mal comme on en voit peu, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que... L'incarnation du mal qui se prend pour un révérend en plus. En plus, oui, donc oui, parce que sous couvert de la foi de Dieu, voilà, parce qu'il se retranche très souvent là-dedans. Mais d'ailleurs, c'est amusant, mais moi, quand j'ai vu le premier chapitre, j'ai presque été un peu plus que frustré, déçu que le second chapitre soit tel qu'il est. C'est-à-dire que le film, parce que je me suis rendu compte à ce moment-là de la direction que voulait prendre le film. Mais le premier chapitre, moi j'aurais presque vu un autre film après où on reste toujours à cette même époque, et une pourchasse, quoi. Ça reste une pourchasse. Et en même temps... parce que c'est vrai que je reconnais que c'est un excellent méchant, mais j'ai quand même beaucoup de mal avec ses enjeux. Moi je voyais autre chose derrière, je voyais quelque chose qui s'éloignait de ça, qui allait... Mais en même temps, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un personnage qui se voile la face, je pense, ce méchant-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'en remet à Dieu constamment et qui va peu à peu choisir ses propres principes, en fait, moraux. Et jusqu'à aller à l'inceste, c'est aussi, jusqu'à vouloir désirer sa fille, qui sera d'ailleurs l'héroïne du film, qui lui échappera tout le long. Tout dévoilé. Oui, mais bon, encore une fois, c'est pas l'intérêt du film. L'intérêt, c'est de voir comment il est construit. Moi, je trouve que l'articulation du film est brillante, parce qu'à rebours, il y a aussi ce côté où on remonte, et puis jusqu'au moment où finalement on récupère après la linéarité du récit. Et ça, c'est très fort. Mais justement, en fait, moi, j'ai fantasmé une autre genèse, un autre scénario autour de ce méchant qui finalement n'était pas du tout celui choisi par le film. Et celui qui a été choisi par le film, bon, ça reste d'une mise en scène virtuose, certes, mais... Premier film, là encore, c'est dire. J'ai eu un peu de mal avec... Ah oui, mais premier film. Ah oui, non, mais premier film, c'est quand même... C'est là où on se dit, dis donc, quel talent, tous, même ceux qu'on a évoqués avant, mais... Voilà, et moi à mon sens, un des plus beaux rôles féminins de cette année, avec une femme vraiment déterminée qui en même temps, muette, et qui essaie de se sortir de cette condition-là comme elle peut, et tout passe par le regard. Ça c'est très fort. C'est un film qui ne va pas forcément dans c'est pas très verbeux, voilà. C'est plus dans les silences, dans l'âpreté de ce qu'elle vit, dans l'intériorisation de la douleur, parce que c'est vraiment un calvaire au sens religieux, quoi, ce qu'elle endure, et vraiment très fort. Donc top 10 pour moi, et c'est un hasard qui s'acharne. C'est la pauvre, c'est sûr.
Et alors, venons-en donc à mon top blanc. Top blanc. Alors bon, je tiens à préciser encore une fois que tous les films que j'ai cités, je ne les mets pas forcément l'un au-dessus de l'autre parce que je n'aime pas du tout comparer les films entre eux et j'ai beaucoup de mal avec la notion de top. Oui. J'ai beaucoup de mal même avec la notion d'Oscar, etc., de toutes ces règles-là, mais on en parlera certainement lors d'un autre cinéphile. Mais bon, j'ai choisi un ordre qui, quelque part, est le plus récurrent, même s'il m'arrive de préférer un film que j'ai mis en bas à un autre film que j'ai mis en haut, et inversement, de temps à autre. Voilà, ça dépend de mon état d'esprit. D'accord. Pour moi, c'est un top vivant. Voilà. C'est parce qu'il n'est pas... Ah oui, ça peut n'est bouger, pas sculpté dans la glace. Mais à l'instant T, donc à l'heure où on parle... À la rigueur, à l'instant T, donc je vais commencer mon top blanc en parlant de l'échelon vert. L'échelon vert, alors. Voilà. Donc en position verte, j'ai choisi Détroit. Ah ouais, bien sûr. Détroit, qui donc est un de ces rares films qu'il ne faut pas présenter dans n'importe quelle salle. Par exemple, pas dans une salle où les fauteuils sont fragiles et de qualité, très précieux. Surtout pour les accoudoirs, voilà. Je crois que j'ai encore un morceau entre les dents du coussin du siège d'en face. Parce que ça donne vraiment envie de mordre son... Ah oui, ça donne des envies de révolte. Ce genre de film, ça vous donne envie. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ça s'est pas fait plus tôt. Ça vous donne envie de changer d'identité, d'aller aux États-Unis et de vous balader dans les rues de New York avec une cape noire. Ah oui, non. Voilà. Et te faire rappeler l'homme chauve-souris. Absolument. C'est vraiment le genre de... les grands moyens. Grands moyens. Et c'est d'autant plus rageant qu'on sait que c'est une histoire vraie. Ah bah oui. Donc ça fait référence d'une aux grande injustice. Voilà, les émeutes de Détroit, notamment un fait divers, de quelques... je sais plus combien ils sont, mais un groupe de noirs. Pas que, il y a deux femmes blanches. C'est vrai, il y a deux femmes blanches aussi. Qui ont l'air d'ailleurs d'être montrés comme étant au-dessus du lot par donc les assaillants, les policiers, parce qu'ils les trouvent blanches. Donc souvent ils leur disent mais vous valez mieux, vous êtes, qu'est-ce que vous faites avec les noirs, etc. Mais elles sont tout autant dénigrées et huées. Bien sûr. Voir comment les policiers se comportent avec elles, parce que même par rapport à l'image de la femme, je veux dire, oui, complètement. C'est quelque part une femme blanche se doit d'être avec un blanc, avec un homme blanc. Voilà, c'est comme si c'était le jouet des hommes blancs. Voilà. Là, on a un vrai truc. C'est vrai que le racisme là, il y est. Je veux dire, dans le film, c'est vraiment là-dessus. On sent bien l'aigreur des policiers qui peuvent absolument pas s'encadrer cette population, voilà, un peu ghetto, mais parce que... D'ailleurs, ce qui est très intelligent, c'est que quand le film commence, tu es du côté des policiers. Tu te dis, mais soyez pas stupide, vous provoquez vous-même la violence dont vous allez être la victime par la suite. Et ça tu as envie de dire ça aux manifestants. Et le film est à cette image-là, moi je trouve qu'il est ultra nerveux. C'est-à-dire que c'est vraiment viscéral, on vit presque en temps réel. C'est un huis clos, donc ça commence pas en tant que huis clos. Il s'avère être un huis clos, c'est ça aussi qui est très intéressant, intelligent. Donc quelque part, quand on en arrive au premier tiers du film, les deux camps sont à peu près à égalité, mais un peu plus en faveur des policiers. Tu te dis, bon, ils en ont quand même pas mal à cadrer, ça doit être assez éprouvant pour eux. Mais à partir du moment où les policiers, tu les vois à l'action dans ce fameux huis clos... ah oui, là, tu n'es plus du tout avec eux. Là. Non, c'est clair. Tu recherches de l'aide, du soutien, des personnages forts de soutien partout autour. Que ce soit les militaires, qui essayent quand même un peu, je veux dire, j'ai préféré les militaires aux policiers, même s'ils essayent un peu de jouer le jeu des policiers. Mais j'ai l'impression pour un peu faire ambassadeur, un peu faire coussiner. C'est intermédiaire. Intermédiaire, voilà. Et aussi le rôle d'un vigile qui est noir, donc lui, son rôle d'intermédiaire est d'autant plus flagrant. Ça, c'est vrai que il scelle à mon avis tout le propos ambigu du film, c'est-à-dire qu'il est du côté des policiers mais il est noir, et comment il arrive à concilier ces deux extrêmes. Mais justement, moi je m'attendais à ce que... J'espérais toujours un relan, un sursaut de force, de justice. Voilà, c'est vraiment un des films les plus immersifs comme de l'année.
Parce que même le caméraman, on a l'impression qu'il est plaqué contre le mur et que les policiers lui mettent les... oui, non, mais attendez, vraiment... je dois tenir la caméra et faire le point. Tout va bien. Pour le prochain qui arrive, alors ça sera mon 9e, moi, on a un rôle aussi de méchant, mais très particulier, un des meilleurs de l'année, que ça m'a totalement fasciné. Un benet, oui, mais un benet assez ingénieux quand même, assez tordu, oui. Un benet qui est loin d'être bénéfique. Ah ouais, totalement. Et je parle donc de Mise à mort du cerf sacré, voilà, de Yorgos Lanthimos, un grec, qui nous avait déjà offert The Lobster, voilà. Autre film très atypique. C'est ça. Est-ce qu'il danse le quadrille des homards dedans? Non, j'ai pas souvenir. Dommage. Mais alors là, pour Mise à mort du cerf sacré, bon, on plante le décor, hein, c'est rapidement, on suit... un chasseur? Non, alors pas totalement. Non. Alors un chien de chasse? Non plus. Bon, Rox et Rookie? Bon, alors... Il est où le cerf? Il va arriver le cerf, ou pas. Bon. Mais alors du coup, c'est l'histoire d'une famille, le père qui est donc médecin, chirurgien. Ah, le père, oui. Voilà. Le cerf symbolise aussi absolument, le père. Tout à fait. Le père de Bambi, le père de... Et donc du coup, on suit ce chirurgien-là qui est en contact, on ne comprend pas bien au début, mais il fréquente un jeune homme. On comprend finalement que le père de ce jeune homme-là ne s'est pas sorti d'une opération dont était chargé donc, le chirurgien en question. Et une relation se met en place et on se rend compte en fait que le jeune homme est mal intentionné et bien déterminé surtout à lui faire payer un peu ça. Alors moi, c'était le siège d'en face que je voulais mordre, lui, c'est son propre bras. Alors lui, ouais, dans une scène en plus géniale, hein, où il s'arrache littéralement la peau. C'est à partir de là où tu comprends qu'il n'y aura aucun élément qui pourra faire pression sur lui. Ah oui, complètement, là c'est la fin, on sent qu'ils ont affaire à quelqu'un qui est... Mais là aussi, c'est ça qui est très fort, sans que ça aille forcément ça flirte avec le fantastique là aussi, parce que ce qui frappe la famille, c'est ils sont tous paralysés peu à peu déjà. Ça commence par les jambes, il me semble, puis après ils vont même jusqu'à saigner des yeux. Donc 4 étapes. La première étape, c'est la paralysie totale. La seconde étape, c'est l'incapacité de se nourrir. C'est ça. Troisième étape, c'est saigner des yeux. Et la quatrième étape, c'est la mort. On comprend, voilà. Et donc ça arrive aux enfants de la famille. Et tout ça, ce cheminement-là psychologique où on sent qu'il fait pression et on voit de plus en plus la famille se déliter, je trouve que c'est mené. Enfin, c'est à la fois, c'est un peu à la Kubrick. Bon, c'est tout de suite la référence qui a été évoquée à plusieurs reprises d'ailleurs dans les critiques. Une sorte de rigueur, un peu de plastique, aussi de symétrie, de côté implacable en fait. C'est-à-dire que on a souvent ces travelling un peu étranges qui suivent les personnages, mais un peu de haut, comme s'il y avait une force, un peu une omniscience, quelque chose une fatalité qui pesait sur les personnages. Et tout le film est à cette image. Ils ne pourront pas finalement se... Et une ambiance, je me souviens aussi de cette musique qui arrachait les oreilles. C'est très particulier aussi, mais ça va avec le malaise que c'est d'inspirer. Par contre, je trouve que ce film va parfois dans des travers c'est le sentiment que j'en ai eu où ça va dans le choquer pour choquer. Alors je sais que tout le film veut choquer, mais parfois je trouve... Notamment, je me pose la question sur la légitimité de tel ou tel parti pris pour choquer. Parce qu'il y a plusieurs façons de choquer. Un personnage peut faire soit une telle chose, soit une autre, soit encore une autre. Et chacune des trois peut choquer. Mais voilà, je me demande quelle est la légitimité d'un choix en particulier. C'est là où, pour moi, c'est la limite du choquer pour choquer. Moi, ce qui me plaît, finalement, c'est que il va mettre en lumière, ce jeune homme, toutes les perversions de cette famille. C'est-à-dire qu'on sent bien que la femme, qui est jouée par Nicole Kidman, dans un de ses meilleurs rôles depuis longtemps, donc ça c'est aussi à souligner. Mais elle était bien dans La Boussole d'Or. Ah oui, non, on va éviter. Elle a fait d'autres choses un peu mieux depuis, mais là, vraiment, je trouve que... Et on comprend, elle a un jeu un peu avec son mari où elle fait la morte et il doit l'ausculter, mais voilà, on sent que c'est une façon un peu d'attiser le désir entre eux. Et ça c'est totalement, à mon avis, justifié. Et c'est
d'autant plus... Enfin, non, mais moi je parlais pas de ça, je parlais vraiment de certains, notamment l'exécution, la mise à mort du fameux... sacré, oui, si on veut. Eh bien, cette mise en scène-là me paraît quand même, même dans la logique du scénario, alors je sais que le film se veut bientôt aller dans un absurde... Mais c'est ça, c'est la particularité de ce metteur en scène, il faut voir The Lobster qui allait dans une absurdité noire. C'est pour ça que moi, j'ai ressenti qu'il y avait un cahier des charges, entre guillemets, que c'était lui-même fait, le réalisateur, un cahier des charges des bizarreries, tu vois, que voilà, il faut un moment qu'on voit la famille bâillonnée de manière ridicule, enfin, je trouvais que c'était ridicule, mais il faut qu'on voit la famille bâillonnée, tu vois, je ressentais presque ces impératifs, ces consignes de scénario. Alors moi, oui, cette scène, c'est vrai qu'elle peut poser problème, moi j'ai pas forcément ressenti ça, mais à la limite, enfin, moi vraiment, la scène juste après, dernière scène du film, qui est peut-être la scène de fin la plus incroyable, enfin de l'année, je sais pas, j'exagère sûrement. Pour toi, c'est tout ça. Mais là, on a tout se passe par des jeux de regard, confrontation maintenant. De regard et de non-regard aussi. Une fois que le sacrifice est fait, qu'est-ce qui reste à nous dire? Qu'est-ce qu'on peut... Voilà, et sur une musique opératique complètement... moi, je trouve... Là aussi, on est dans la tragédie grecque pure. Ça m'a frappé. C'est pour ça que le titre en soi, il s'explique dans la notion de sacrifice, mise à mort. Mais pourquoi cerf sacré? Peut-être le cerf dans sa noblesse, peut-être lui en tant que chirurgien, il avait un certain statut, donc je pense. Bon, bref, alors passons à mon tour. Voilà. Après avoir parlé de l'échelon vert, je vais parler de l'échelon rouge. D'accord. Donc en position rouge, Ghost Story. Ouais, bien sûr. Ou Ghost Story, je sais pas. Ghost Story. Ouais. Ne pas confondre avec Toy Story. On l'a rattrapé in extremis presque à la fin de l'année. Eh bien, d'ailleurs, je crois que c'est notre dernier film de l'année de cette liste-là. Et oui, absolument. Eh bien, Ghost Story, qui est un petit chef-d'œuvre, disons-le. Un petit chef-d'œuvre, mais surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a redonné toutes ses lettres de noblesse à la niaiserie, à la naïveté presque. Oui. Parce que quand tu vois un fantôme se balader avec la tenue des fantômes drap blanc, que leur donnent les enfants dans l'imaginaire enfantin et avec les trous dans les draps pour les yeux, c'est vraiment une imagerie, une esthétique que tu aurais tendance à croire niaise, mais là elle prend toute sa force, toute sa grandeur, toute sa poésie, oui, je veux dire, c'est constamment un jeu autour de ça, presque autour de... C'est un film de funambule, quoi. D'ailleurs, à un moment, le fantôme, il est tellement haut dans le ciel que tu as vraiment l'impression qu'il va tomber. Non, mais c'est ça. Et il tombe, mais dans le scénario, pas dans le... Parce que le niveau du film ne tombe jamais. C'est vraiment un film presque immortel. C'est amusant de dire ça au sujet d'un fantôme. C'est ça, sur ce qui... En fait, qu'est-ce qu'on laisse? C'est-à-dire qu'une fois, parce qu'il faut le dire, ça commence, on suit un couple dans leur vie, et puis un beau jour, un matin, le mari décède dans un accident, voilà. Et, un accident hors champ. Hors champ, et, avec de la brume bleue. Déjà, on sent que c'est pas très... Oui, déjà, ça signale un petit côté ésotérique, fantastique, de toute façon. C'est comme déjà, c'est l'image se draper. C'est ça. Non, c'est de toute façon l'image du film, qui d'ailleurs, c'est une donnée technique, mais le film tourne dans un format, alors je sais pas si c'est 4 tiers ou... je sais pas exactement, mais enfin... déjà, il est tourné comme si c'était un diaporama. C'était les angles sont arrondis. Les angles sont arrondis. C'est vrai que... Et ça donne... Moi, je trouve que c'est là que comment incarner techniquement déjà... Voilà, la mémoire, on revoit le temps... la mémoire, même, c'est même la mémoire et l'absence de mémoire aussi. Oui. Souviens-toi de l'autre fantôme au drap fleuri c'est ça. Qui attend... Ouais. C'est ça aussi, quelque chose, et puis finalement... Alors, aussi, avant que j'oublie, en parlant de mémoire... Si tu regardes bien ce film, tu vas pouvoir même apprendre à parler le silence. Oui, c'est génial cette idée. C'est de sous-titrer le silence. Sous-titrer le silence. Comme si le silence était un moyen de communication comme un autre. Voilà. Ce qui est déjà le cas en soi. Oui, en soi, mais bon, voilà. Philosophiquement. Mais là, c'est une autre donnée. C'est vraiment un langage qui a sa syntaxe. Ses fautes d'orthographe aussi, sans doute. Mais bon, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais ça fourmille
d'idées novatrices, avec effectivement au centre un point clé qui révèle un peu la mission, le message du film. Un morceau de papier aussi coincé dans le mur qui essaie de... Non, mais moi je parlais du message du film. Ah oui, globalement. Le fameux, comme tu disais, ce qu'on laisse derrière soi, les traces, etc. C'est effectivement ce fameux morceau de papier qui fait partie des traces et qui d'ailleurs, et quelque part, c'est grâce à nos traces qu'on se libère, peut-être. Si on faire le deuil, tourner la page, comment on peut y arriver? On peut faire le deuil aussi en regardant en arrière parfois. Oui. Une dernière fois, en s'autorisant à regarder en arrière. C'est très beau, ça, le fantôme qui retraverse les époques. Enfin, qui retraverse, ou en tout cas qui continue. Avec un montage qui quand même... je veux dire, il y aurait pas mal d'agents immobiliers qui seraient très intéressés de pouvoir... de connaître le secret de construction de bâtiments. Tu vois, il suffit que tu ailles dans une pièce, tu reviennes sur tes pas et c'est déjà construit. Voilà, c'est quand même c'est pratique. Voilà. les ellipses à la rescousse des maçons. Mais ça, oui, tu parles d'ellipses, c'est complètement ça. Je veux dire, c'est le temps. Hein, donc comment marquer le temps et le temps qui le temps et l'espace. Voilà, c'est vraiment le temps et l'espace réunis de manière encore plus évidente. C'est ça. Vraiment. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup parce que le fantôme. On ressent presque comme là aussi c'est un film d'immobilité aussi, oui, parce que c'est ce qui pourra peut-être diviser certains spectateurs, c'est-à-dire que c'est un film très lent, lent, mais au service complètement du sujet. Et également pour terminer ce film, la fameuse scène de l'appart, qui d'ailleurs elle fait partie de ces scènes qui sont presque insupportables quand tu les regardes, que tu détestes quand tu les regardes, tu te dis non mais il se prend pour qui ? Disons qu'on Mais que finalement tu te mets à adorer, à aduler après coup. C'est les scènes, j'aimerais leur donner un nom, les scènes à admiration, à retardement. C'est vrai. S-A-A. R. Tu as déposé là, il faut le label et tout, là tu peux tout. Scène à admiration, à retardement. Ou scène à admiration différée. SAD. C'est encore mieux. D'ailleurs, dans SAD, ça fait SAD. SAD. Et SAD, tout le film. Et voilà, dans une tristesse, une mélancolie, parfait. Et puis, il faut dire aussi que ce genre de scène, quand même, tenir prisonnier le spectateur dans cette espèce de dualité, de dédoublement, à la fois j'adore l'idée, à la fois je la déteste parce que ça m'ennuie, je veux qu'on passe à la suite. Oui, mais... C'est très sadique. Très sadique. Bien. Sad. Ouais, absolument. Ah bah dis donc, il y a de la ressource, hein. Ouais, dis donc, on est en pleine forme. C'est bien. Alors, passons au 8e de mon top, Blade Runner 2049. Voilà. Ah, lui aussi, il fait partie de mon top. Il est plus haut. On va voir alors. Lui, c'est... Ah non, ne dis pas. Alors parlons quand même de cette suite qui était attendue fébrilement, on va dire quand même, parce que c'est le premier du nom. On l'a déjà évoqué de toute façon aussi en Aviavish, donc on va peut-être s'attarder un peu moins dessus. En 21, voilà, Aviavish 21, mais disons simplement qu'on l'attendait beaucoup. Et Denis Villeneuve aussi était une des raisons de notre attente, parce qu'on est rarement déçus avec lui. Et presque, en tout cas, c'est à la hauteur du premier. D'ailleurs, ce qui est fort, c'est que déjà, rien que l'ambition de base était complètement démesurée, presque impossible. Le film Blade Runner a une aura tellement forte de par le monde, tu te dis... Déjà, souvent, les suites ont mauvaise réputation. Souvent à raison. À raison. Voilà, donc déjà, partir d'une suite, ça fait pas très joli sur le papier. Ensuite, pas n'importe quelle suite. Une suite d'un chef-d'œuvre mondialement reconnu. Tout à fait. Donc là, deuxième mauvais point. Et ensuite, parce que quand tu fais des épisodes 2 de grands chefs-d'œuvre, tu as deux possibilités. Soit tu t'en éloignes et tu fais à ta sauce, soit tu fais fidèlement une suite. Et bien les deux sont mauvaises par rapport au spectateur. D'ailleurs, on le voit très bien pour Star Wars. Quand on fait un Star Wars qui est trop similaire, trop proche à d'autres qui ont déjà été faits, le public râle. Et quand on fait un Star Wars qui s'éloigne trop, qui s'émancipe trop du commun des mortels Star Warsiens, et bien là, le public proteste. Mais alors là, voilà, c'est le compromis, justement. À la fois, ça ne s'échappe pas, ça ne trahit pas le film de base, le premier, ça ne le trahit pas, ça n'en fait pas une suite trop sage non plus, ça ne le recopie pas. Non. Ça en garde ce qu'il faut garder, ça ne lui fait pas de l'ombre, et ça n'est pas dans l'ombre du premier. Absolument pas.
Voilà, donc tout bon. Voilà. Tout bon. Tout bon. Est-ce que... Bon, faut dire aussi... Alors moi, ce qui me plaît peut-être bizarrement davantage dans celui-là, mais bon, encore que c'est pas comparable, si, mais c'est que... alors déjà, le film est plus long, et c'est qu'il y a vraiment des moments, ce que je vais appeler d'extase. Moi. C'est vraiment des moments où d'un coup, c'est suspendu. Il y en avait aussi dans Blade Runner, le premier du nom. Mais là, alors moi j'ai une scène en tête, on a plusieurs. De toute façon, on en a parlé de toute cette trame aussi autour de l'hologramme qui vit avec lui, le héros Ryan Gosling. Donc. Et ce que fait par contre celui-là, c'est vraiment autant on était dans un flou un peu dans le premier, à savoir les réplicants, les humains et qui sont-ils. Et là finalement on pose les bases d'emblée. Hein. Les réplicants, on sait qui c'est. D'ailleurs, a priori, on en suit un. Hein. C'est bon, la thèse semblerait le confirmer. Oui, mais même si là encore, on ne sait pas. Mais on n'est pas sûr, mais quand même. Il y a une autre énigme qui rentre en jeu après ça. C'est vrai, mais bon. Mais disons que voilà, on sait qui ils sont et ce qu'ils recherchent. Hein, voilà. Alors, ça a toujours été cette recherche de l'humanité, de s'humaniser, ou en tout cas. La volonté d'être plutôt du côté du créateur que des créatures. Ouais, aussi. C'est vrai que c'est ce côté créationniste. C'est Scott l'avait mis en place dans son premier, et là, il arrive à refaire sa propre version. Par contre, ce que j'arrive toujours pas à m'expliquer, c'est pourquoi 2049. 2048, c'était 2 exposant 11. 2 fois 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 2. Bon, je crois qu'on a compris, je crois. Bon, on va passer à la suite. C'était tellement... Alors, toi... C'était tellement évident, quoi, 2 fois 2 fois 2. Mais oui, que veux-tu Mais je vais continuer de répéter jusqu'à ce que tu me dises le mot. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Mais dis-moi le mot. 2 fois 2 fois 2 fois 2. Le mot, dis-moi le mot. Ah, silence, Vivian. Silence. Et donc, tu vas nous parler de silence. En place jaune, je vais vous parler de silence. Bon, bah, il n'y a plus d'émission. Ah mince, j'ai parlé. Bon, allons-y parce que le temps presse. Hein, quel est... Pardon. Silence de Martin Scorsese, quand même. Disons, citons-le. Hein. Avec donc Kylo Ren. Adam Driver, ouais, merci. Ouais. Et dans Tu ne tueras pas. Voilà, alors lui, Andrew Garfield. Andrew Garfield, voilà. Ouais. Et on n'a pas fini. Ra's al Ghul. Voilà, Liam Neeson. Ou sinon Schindler. Ouais, aussi, oui, c'est sûr. Ah là là. Donc, entre autres, bien sûr. Oui, bien sûr, aussi. Mais voilà. Donc, un film d'époque, donc au Japon. Ouais. Un padré qui a été, qui ne donne plus de nouvelles de lui, et qui apparemment, selon certaines rumeurs, aurait apostasié. Ouais. Donc, apostasié, rappelons-le quand même. Renoncer à sa foi chrétienne. Voilà. Ouais. Rappelons quand même aussi qu'on est en pleine période d'expansion de la foi, où les chrétiens essayent de convertir tous ceux qui se trouvent sur leur passage, comme toutes les religions d'ailleurs. Voilà. Voilà. Mais le Japon n'est pas vraiment d'accord avec les préceptes de la religion chrétienne et préfère garder sa propre identité. Sachant que ce que j'aime beaucoup aussi dans ce film, c'est qu'il y a quand même une réflexion entre le lien qui existe unissant religion et politique. Parce que si le Japon, d'ailleurs le grand inquisiteur le dit lui-même, si le Japon, s'ils insistent autant pour imposer la religion japonaise, nippone, qui est le bouddhisme, une variante peut-être. Mais... Bon, alors, je sais pas quelle est, là je crois qu'on s'attaque à des sujets qui me dépassent. De toute manière, la religion dépasse l'homme. Bon, voilà. Mais en tout cas, s'il tient absolument à garder cette religion-là pour le Japon, c'est aussi pour une notion de politique. Oui, puis je pense que cohésion. Oui, tout à fait. Puis c'est un pays qui est très conservateur. Le Japon, on sait que c'est très retranché dans des rituels, dans des choses comme ça. Ça aide pas aussi d'être colonie. Ah ben oui, non mais bien sûr. Et là, franchement, ils en payent le prix fort, on va dire les. Alors, comment on appelle les jésuites? Non, pas les jésuites, les. Ah mince. Ermites. Bon, je ne sais plus non plus, décidément, les noms nous échappent, c'est pas grave. Ça nous dépasse. Mais voilà, ça nous dépasse à chaque fois. Mais en tout cas, eux sont aussi dépassés par les événements, parce qu'ils vont essayer donc, de retrouver ce padre Ferreira, donc joué par Liam Neeson, qui était justement parti il y a quelques années essayer de convertir pour sa mission au Japon. Et donc Andrew Garfield et Adam Driver donc partent au Japon pour essayer de le retrouver.
tout à fait. Donc ça, c'est vraiment le point de départ, qui dure quand même une demi-heure, même. Et tout le film, et après, moi, ce qui me plaît, ce qui me déplaît en même temps dans ce film-là, c'est pour ça que je l'ai pas mis aussi dans mon top, mais c'est que on est vraiment trop dans le prêche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de scènes qui rallongent peut-être le film un peu trop à mon goût, où on a ce héros qui se confesse, moi à un moment donné, ça m'a un peu bloqué. Moi, j'ai l'impression que le film aussi avait un rythme un peu languissant, mais pas forcément toujours approprié. Et c'est dès lors que dans l'action, le personnage se retrouve confronté à devoir résister en fait à chaque fois. On va le forcer à apostasie. Ah bah finalement, oui. Durant tout le film, c'est vraiment un film sur la foi aussi, sur le doute. Le doute et la foi, le silence. Et d'ailleurs, on va citer peut-être une des plus belles idées du film, qui est qu'à un moment donné, lorsque le silence se fait, dans une scène de fin où finalement, il baisse les armes, on va dire, quelque part, une voix retentit. Voilà, c'est la voix qu'il avait attendue tout le temps. Voilà. Et finalement, il a sa preuve. Une prouesse de mise en scène, parce que c'est quand même une audace. Ah, c'est une audace. De faire parler. Ah oui, en question, bon, c'est clair. Ne révélons pas tout, mais bon, les gens, je pense, auront compris. Mais... Il y a des entités qu'on n'a jamais osé faire parler, parce qu'on ne peut pas. À partir du moment où tu fais parler une entité, tu prends parti. Tu prends parti, voilà. Tu dis, c'est vrai, ça existe. Oui. Là, je pense que Scorsese, c'est quand même quelqu'un qui est assez là-dedans. On sent qu'il est pétri de convictions religieuses ou autres, mais spirituelles en tout cas. Et il avait fait, il me semble, si je ne m'abuse, La dernière tentation du Christ. Ou La Passion... Non, La dernière tentation du Christ, oui. Pas La Passion du Christ, c'est Mel Gibson. Mais La dernière tentation, il a fait d'autres films aussi. Mais là, on sent que ça revient. Et... et puis surtout, parlons la mise en scène qui est magnifique, ça par contre, avec des paysages embrumés. Qui prend son temps aussi. Bon, alors passons ensuite. Alors, 7e de mon top, quelques minutes après minuit. Voilà. Alors là, vraiment, ça a été j'ai pas vraiment pleuré, mais si on devait dire quelles ont été tes plus grosses larmes de l'année, ça aurait été ce film-là. Parce que je pense qu'il y va bien, mais il y va juste, donc on va pas lui reprocher. C'est vraiment c'est très très beau. C'est là aussi avec Liam Neeson. Oui, voilà. Plus invisible ce coup-ci, mais il n'était pas très visible dans Silence. Oui, on le voyait pas beaucoup non plus, mais là. C'est ça qui faisait aussi sa force dans Silence. Tout à fait. Et là, il joue carrément un arbre, donc là, au moins comme ça, on est averti. On ne le verra qu'à travers des expressions. Voilà. Arbre très bien fait, ça par ailleurs. Ça, et donc l'histoire d'un enfant qui, pour essayer de surmonter, en tout cas la maladie de sa mère, se replonge dans une forme d'imaginaire. Imaginaire là aussi dont on ne sait pas vraiment si... c'est de l'imaginaire, mais il y a un côté aussi tangible à ce qu'il vit. Et surtout, il se raconte des histoires, ou en tout cas, on va lui raconter cet arbre-là, va lui raconter trois histoires. Des histoires de famille. Une quatrième histoire qui viendra aussi pour essayer de le mettre devant le fait accompli. C'est une histoire de famille. D'ailleurs, tu l'avais dit, il me semble, mais l'arbre, ne serait-il pas le grand-père Oui, voilà, c'est effectivement à la fin. D'ailleurs, il y a un regard qu'adresse la mère, et c'est là où je dis que on sent que c'est dans l'imaginaire peut-être de l'enfant, mais le film flirte sur aussi un doute là-dessus. Le dernier plan de la mère finalement, qui regarde un point à un moment donné dans la pièce, et on a l'impression qu'elle voit l'arbre. C'est ça qui est très... Et à la lumière en plus de la révélation qui arrivera après, on comprend qu'elle aussi avait ce même système, en tout cas avait vu l'arbre aussi étant enfant. Et que... Puis même à un moment, il est même fait mention, je crois, même sur des photos, je crois qu'il est occulté, ou il est... Oui. Enfin, je me souviens qu'il m'avait cité des détails dans la mise en scène, qui faisait, même par rapport à la grand-mère, tout à fait, il était cité sans lettres, il y avait des liens. On le voit, je crois, de toute façon, sur une photo, ici, il me semble, de mémoire. Mais après, voilà, c'est déguisé en arbre. Faut dire aussi la performance de l'acteur, magnifique. Moi, je trouve que c'est une des meilleures performances de l'année, surtout à son âge. Il doit peut-être avoir tout au plus 10-11 ans, je ne sais pas. Et alors, malheureusement, je n'ai pas son nom. Ah si, il me semble que c'est Lewis McDougall, de mémoire. Voilà. Mais alors, il a un grand avenir devant lui. L'émotion compte beaucoup pour son interprétation, parce que...
dans les moments les plus déchirants, notamment une scène un peu sorte de cauchemar séminal où il revit sa mère, la mort possible de sa mère dans une forme de tremblement de terre qui engloutit tout. Alors ça, c'est une magnifique idée. Et en parlant de silence... Et là, on en a aussi un très beau. Peut-être le plus beau de l'année, oui. Peut-être que même le silence de silence n'est peut-être pas aussi sachant fort. que ce qui est fort, c'est que le silence de silence, c'est une voix. C'est quand même une voix. C'est ça le silence de silence. C'est ça. Donc bon, on repassera sur le silence. Ah bah non, c'est un silence de... C'est un autre genre de silence. Un silence qui hurle. Ouais, qui hurle, mais oui, non, bien sûr. Et là, ouais, non, vraiment très, très, très beau film. Voilà, dans un format un peu à la Del Toro, moi ça m'a évoqué, ce côté fable, à hauteur d'enfant. De toute manière, c'est un film d'un Espagnol. Oui, Juan Antonio Bayona. Nous avons offert l'Orphelinat et The Impossible aussi, très beau film, ouais. Donc là, lui, il est bien parti. C'est un des... là, en 3 films déjà. Mais c'est marrant, 3 films qui partagent ce rapport entre le parent et l'enfant, quoi. La mère et le fils, surtout en l'occurrence. Et comment c'est une relation qui dépasse tout, quoi. Enfin, c'est vraiment... Il y a aussi un film qui traite de la culpabilité comme peu de films le font. Ouais, parce que quand souvent on s'attaque à la culpabilité, eh bien on le fait rarement à travers cet angle-là. Oui. Cet angle-là, c'est un autre genre de culpabilité, une autre forme de deuil, quoi. Complètement. Oui. Eh oui, bon, très très beau film. On a d'ailleurs commencé l'année avec ça. C'est vrai, dire. C'était notre avis à vif numéro 5. C'est numéro 5, ouais. C'est le premier, donc... Ah ben non, c'est l'avant-dernier de la saison 1. Donc non. Ah oui, voilà. C'est... Bref. Alors, à mon tour, après le jaune, on va passer au orange. Un film qui a une esthétique très orange. Blade Runner 2049. On a déjà évoqué. Bon, alors on va pas... toute une scène très orange. Mais comme je tiens quand même à parler, parce que c'est mon tour, je vais directement passer au doré. Alors le doré, c'est un spécial super-héros. Tu t'es octroyé, voilà. J'ai un peu octroyé à parler de 3 films de super-héros qui sont chacun dans leur façon, très différents, et renouvellent, donnent un peu éclectisent le grand monde des super-héros. C'est vrai. Alors, on va commencer par Kingsman 2. Oui. On commence petit. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est l'échelon doré, parce que Kingsman 2 est le cercle d'or. Cercle d'or, absolument. Vraiment un petit bijou dans son genre, quoi. C'est très... Alors, la lignée du 1, voilà. Même si peut-être le 1 un peu mieux, mais disons que le 2 tient totalement... ses promesses. Oui. Voilà, ça reprend effectivement les stéréotypes des films de super-héros, mais d'une façon... c'est le côté espionnage qui est très rafraîchissant. Aussi espionnage. British aussi. Voilà, on est vraiment... Alors, je suis content parce que j'ai eu peur en voyant les bandes annonces et l'intervention des cousins américains, j'ai eu peur que on nous montre une espèce de confrontation. Quelque part, les Américains phagocyteraient le monde des Anglais, parce qu'en plus, le côté western, le côté lasso, tu vois, c'est un peu trop à la Wonder Woman d'ailleurs. Donc c'est... et en fait, il s'en sort vraiment bien de ce... ça empiète pas du tout. Le film garde l'esprit. Côté british, le costard, le chapeau, tout ce qu'il faut, quoi. La panoplie, comme on dit. Ah, le chapeau, non, justement, ils n'ont pas. Ah oui, peut-être raison. Ils ont parfois des chapeaux pour aller sous la pluie. De temps en temps, oui, voilà. C'est ça, c'est une grande faute de goût. C'est ce que j'aurais aussi à reprocher à ce film. Ah oui, je crois que c'est ça. Je crois que le défaut est rédhibitoire. N'est-ce pas? Mais j'aime beaucoup, ne serait-ce même que la volonté de la méchante, qui, quelque part... veut être reconnu internationalement pour un trafic illégal qui obligerait plutôt à rester secret, à rester couvert. D'ailleurs, son QG est une sorte de jungle, une sorte de petit parc d'attractions. Un parc d'attractions en plein milieu de la jungle cambodgienne. Voilà, tout va bien. Mais c'est vrai que visuellement, en tout cas, c'est intéressant. C'est très intéressant, effectivement. On aurait presque l'impression d'être dans un univers dystopique après un passage de sauterelles, tu vois, carnivore. Mais voilà, le fait qu'elle veut être reconnue, ce qui l'intéresse, c'est la lumière, la célébrité, les stars. Elle est vraiment dans cette culture-là du néon, quoi, de l'image, du truc qui brille. Et elle est obligée de pallier avec un univers
avec un monde très souterrain, quoi. Le monde, le commerce de la drogue, il faut mieux être discret. Et ça, il n'est pas d'accord. Et ça, je trouve que c'est très intelligent de montrer ce commerce-là, une psychologie pareille, de montrer un personnage qui essaye de relier les deux, quoi. C'est vrai, de se vanter de quelque chose pour lequel tu ferais mieux de te taire. Tout à fait. Non, mais très bon film. C'est le divertissement à voir. Et ça fait du bien dans le paysage des films de super-héros et d'espionnage de cette année. Ça fait du bien parce que on est en manque un peu. Mais il y en a encore deux autres, donc. Il y en a encore deux autres. Parlons un peu des grandes multinationales de super-héros, de comics. Marvel. Ah, bah voilà. Avec Logan. Ah oui, le meilleur de l'année. Le meilleur de l'année. Autres, ça fait plaisir parce que c'est à la fois un film de super-héros, mais à la fois un film qui s'en va scruter d'autres régions, qui s'en va explorer d'autres facettes du super-héros. Et là, notamment, c'est un super-héros en décrépitude, vieillissant. Et c'est ça qui est très, très intelligent. On sent vraiment une nostalgie du super-héros. Et un film qui a l'audace d'aller jusqu'au bout de ce qu'il dit. C'est vraiment après la vieillesse, il y a même la mort, la dégradation du super-héros. Du signe. Voilà, et il ose ce film. Il ne se contente pas juste de dire c'est une petite crise de la quarantaine passagère. Non, c'est vraiment la fin. Voilà. La fin et le renouveau d'une... Parce que c'est ça qui est souvent problématique dans les films de super-héros, c'est qu'on n'a jamais peur pour le super-héros, justement, parce qu'on se dit il est insubmersible, il est capable de tout encaisser, et là, lui, on voit... plus il se prend les coups, plus il est endommagé, plus il court à sa perte. Et là, vraiment, je veux dire, il y a un vrai suspense, oui et non, mais en tout cas, on est très tenu par ça. D'ailleurs, beaucoup moins manichéen. Même le fameux James McAvoy de l'occasion. Qu'on va évoquer dans pas longtemps, il me semble là. Mais... Oui, enfin, Charles Xavier, c'est lui, non ? Xavier, oui. Voilà. Bon, même s'il a pris un coup de vieux, eh bien, même lui est responsable quand même, à ce que j'ai pu comprendre, d'un petit génocide. Oui, c'est vrai. Involontaire. D'ailleurs, des scènes de crise que j'adore dans Logan. C'est-à-dire que d'un coup, plus personne n'est capable de bouger, l'image tremble littéralement. Il y a une scène dans un casino à Las Vegas où il essaie à temps de lui administrer le sérum et en même temps, tout se fait au ralenti. Enfin, c'est vraiment brillant. Et très fort pour un film de super-héros. D'ailleurs, c'est amusant de penser que, d'ailleurs, il le dit dans le film, qu'un télépathe, télékinésie, enfin, tu vois, un type au cerveau surdéveloppé qui se retrouve, avec des neurones en moins. Tout va bien. C'est en décrépitude mentale. Et puis un personnage de petite fille aussi et qui donc symbolise cette fameuse nouvelle génération, ce passage du relais, du flambeau. C'est même émouvant, quoi. Complètement. C'est plus vraiment un film d'action, c'est un film de survival, comme tu dis. C'est vraiment une sorte presque de road trip, mais mélancolique, de fin de vie, de truc où vraiment... Un deuil, on reste sur le côté... Donc et jusqu'à la fin, je crois que la dernière image, c'est celle d'une tombe. Il me semble, qui forme un X, la croix renversée. Ça, c'est tout, le X-Men, oui. Bon. Au départ, elle n'était pas renversée. Je crois que c'est le personnage de la petite fille qui dégrade. Attention, la dégradation de cimetière, c'est pas beau. Elle est belle, la nouvelle génération, décidément. Si je devais faire un reproche à ce film, c'est autour des méchants, qui sont... un peu plus classiques. Sur la théorie, ce que j'aime assez, c'est qu'il se confronte à lui-même à un moment donné, même à deux, et c'est comme ça qu'il en roi même. Et il y a une forme de devoir accepter d'être le... Vous voyez, parce que c'est quand même un monstre, un mutant, et finalement il se retrouve face à son image, et c'est son image qui va le tuer, c'est sa volonté d'en finir avec ce qu'il est, quoi. Et du coup il y a ce reflet-là, ce miroir-là qui est même le mourant doit faire son propre deuil. Voilà, c'est ça. Donc, Et pour finir, donc on parlait de Charles Xavier. Voilà, oui, là quand même. Eh bien là, nous avons affaire à un film de super-héros encore caché. Plus original, oui. Encore plus caché, oui. Voilà. Split, avec le super vilain aux 24 personnalités horaires. Horaire peut-être, je sais pas. Horaire parce qu'il fait une journée. 24 images par seconde. Mais ça c'est plus compliqué de switcher. Oui. Oula, oui. Ce serait de switcher, je crois que ce serait assez alors il y a une scène où il essaye, mais pas aussi vite quand même. Voilà.
Ou alors c'était des secondes bien longues. Voilà, c'est ça. Une scène assez vertigineuse d'ailleurs, où les personnages eux-mêmes ont le vertige. Oui, complètement. Ouais. C'est sublime, quoi. Sublime, hein, Shyamalan. On en a fait un avis à vif, oui, le voilà, 8e d'ailleurs. Oui. Concept génial, en plus très bien exploité. Enfin, moi j'ai... Vraiment, performance, oui, incroyable. Et puis, comment raccorder à quelque chose de plus mythologique, c'est ça, hein, en toute dernière ligne, hein, c'est ça qui est... Et vraiment, voilà, un jeu sur aussi plusieurs genres, c'est-à-dire qu'on a à la fois le film de serial killer, on a le film fantastique, oui, on a le film vraiment de... Oui, enfin, ça va avec le film serial killer, mais de... Le huis clos, aussi le film un peu de avec les... Psychanalyse, voilà, de... Psychanalyse, mais aussi, il faut voir ses victimes, les filles bien en chair. Les proies parfaites, ça peut faire aussi penser à d'autres styles de pathologie un peu moins reluisantes. Voilà. Tu te dis, c'est un obsédé de mauvais augure. Alors que non, et ça je trouve que c'est très fort. On tombe pas là-dedans. Et le film en est conscient en plus, parce qu'à un moment, l'une des personnalités est apparemment un obsédé. Oui, un maniaque en tout cas un peu... Non, mais aussi, oui. Il est tout, quoi. Je parle pas du maniaque du rangement. Je parle d'une autre obsession un peu moins... reluisante, oui. Voilà, je l'ai déjà dit. Mais donc, par contre, il sera freiné dans ses ardeurs par une autre personnalité. C'est toujours le contre... Et donc, quelque part, par là, le film s'amuse lui-même de son propre visuel, presque de sa propre mise en place. Parce qu'il est conscient, on a de jolies filles d'un côté, on a un kidnappeur de l'autre. Donc on va s'amuser un peu. Au début, je vais vous faire croire que c'est bel et bien ce à quoi vous attendez. Sauf que non, c'est le personnage. Ça va être de la nourriture, en fait. Voilà, c'est là où le film après... c'est pour ça qu'il sort bien en chair. Oui, voilà, c'est quand même... Voilà. Mais c'est pas pour les bonnes raisons, mais c'est surtout là pour... Et en plus, tu t'attends pas à ce qu'elles y passent certaines... Non, c'est ça qui est fort, c'est que ça tombe vraiment dans l'horreur, hein, la fin, c'est... Oui, mais il y a vraiment des scènes qui sont aussi en leur point de vue à elles. Oui. Quand elles essayent de s'échapper et qu'ils se sont presque aussi. Ça donc il y a pas mal. Donc quand le spectateur voit ce genre de scène, il se dit si on les suit, ça veut dire qu'elles vont nous mener quelque part, quoi. Oui, non, mais complètement. Et très beau. Moi, vraiment, ce qui m'a tenu, c'est cette confrontation, ce duel entre donc lui, ce psychopathe, et puis elle, la principale des trois, jouée par Anya Taylor-Joy, que j'apprécie de plus en plus, qui devient vraiment, depuis The Witch, vraiment... Et là, ce que j'aime, c'est qu'on comprend finalement que comme lui, elle est brisée. Elle a été brisée dans son enfance et ils sont tous un peu... Tous les deux sont un peu comme des parias, quoi. Enfin, aussi à leur façon. Et c'est ce qui leur donne leur puissance. Elle, comment elle se révèle. D'ailleurs, ils sont d'autant plus des bêtes de foire, presque, que toute cette histoire se déroule dans un zoo. Oui, c'est d'autant plus la métaphore. Lui, il est gardien de zoo. Ouais, c'est ça. On l'apprend qu'à la fin, c'est marrant, mais ça prend du sens. Derrière la cage, il y a vraiment cette idée d'enfermer. Et toujours cette thématique. Est-ce qu'on peut, si l'on croit qu'on peut être quelque chose, est-ce qu'on peut le devenir? Et finalement, le film nous dit que oui, c'est la thèse un peu fantastique, mais en même temps, ça part d'un principe scientifique. Tu sais quoi? C'est ça qui est... Tu sais quoi? En repensant à Détroit, je crois que je suis Batman. Donc j'y vais. On arrête là. Voilà, on arrête là. On va rétablir la justice. On attend au moins l'émission à la fin. Ouais, on va essayer. Bon. Non, mais voilà, très bon film. On attend donc là. Le retour des sabliers. Il y aura une suite. Voilà. On sait qu'il y aura une suite. Un 3e épisode du coup, mais on n'en dira peut-être pas plus parce que ce serait. Alors, on en arrive alors à. Alors, où j'en suis moi avec toute cette affaire? Ah oui, mon 6e, parce que là on a sauté les étapes là. Alors, mon 6e, Baby Driver, parce que... Vroom, là, ça vrombit, et c'est... Bon, je crois que là aussi, on a dit un peu tout ce qu'on avait à dire dans le... Mais rappelons quand même que c'est Edgar Wright, c'est, moi, je crois, un des plus brillants artisans et artistes, tout court, de sa génération, qui insuffle un rythme à ses films, et là je crois qu'il a atteint une sorte d'apogée là-dedans, parce que tout son film est basé sur la musique. Ce héros qui... Les braquages qui se font en rythme de la musique. Rythme, voilà. Ça, avant que les braqueurs ne sortent de la voiture, t'as le héros, la BBI. Oui. Attendez. C'est ça. Il choisit sa musique. Ouais, il choisit les essuie-glaces en rythme. 3, 4, vous pouvez y aller. C'est ça, limite. Et oui, il y a cette scène aussi, bien sûr.
Ah ouais, non, tout est à cette image-là, parce qu'on a presque affaire à une comédie musicale en soi, hein, même si c'est... tout est un peu hybride. Ce sont plutôt les pneus qui crient. Oui, les pneus, voilà. Qui chantent. C'est comment se servir justement des bruits de la ville comme bande-son à part entière aussi, ça c'est brillant. Hein, et voilà, et au-delà de ça, bon, il y a... Au-delà de la playlist qui est un régal, c'est voilà aussi des personnages. Lui, je trouve très intéressant ce héros un peu taiseux qui se retranche dans la musique et qui en même temps a voilà cette envie, ça c'est classique, mais cette envie de s'évader vers un avenir mais plus radieux, oui, parce que on sent bien que le piège se resserre, ça c'est. Et ce qui est aussi ambitieux de la part du film et dans la caractérisation de ce personnage-là, c'est à la fin le choix qu'il fait. Le choix d'honnêteté qu'il fait, et qu'il va lui demander du temps. Bah oui, aussi. Parce qu'on aurait pu se dire, ils vont réussir à s'enfuir comme Bonnie and Clyde. Et finalement, Mais non, finalement, il choisit un... Ils sont trop intègres pour... Voilà, et ça, j'ai trouvé que c'était bien de la part de ce film, assez audacieux en soi aussi. C'est vrai. Parce que voilà, c'est... Finalement, oui, ça glorifie pas ce qu'on peut... Voilà, alors après, ça glorifie pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le choix aussi de ce qu'ils ont dû faire, parce que c'était aussi une question de vie ou de mort. Hein, et voilà, mais au moins, le héros finit en prison. Disons-le il l'accepte. Il l'accepte. Ouais. Et ça, de montrer ça, je trouve que c'est très intelligent. Et presque, peut-être qu'il l'accepte en réécoutant, alors je ne sais pas si c'est lié, mais la voix de sa mère, je ne sais pas s'il y a un lien, parce qu'ils sont dans la voiture à ce moment-là, quand ils fuient. Et lui entend finalement dans la voiture, et d'ailleurs c'est une très belle idée, à chaque fois il pose la main sur les enceintes, et il ressent du coup les vibrations. Et à ce moment-là, peut-être qu'émerge en lui l'idée justement de se rendre. Je ressens la présence de l'au-delà. Nous ne sommes plus seuls. Mais non. Non, mais voilà, c'est un film vraiment qui va à toute vitesse, mais qui en même temps est réglé comme un chronomètre. C'est vraiment parfait. C'est très très bon film. Dommage qu'il y en ait un qui ait osé arborer les blasons du roi de cœur de manière totalement irrespectueuse. Voilà. Ouais. Bon, crime de lèse-majesté. On lui recouper la tête bien. Ah là là. Bref. Bon, disons. Alors après, le cinquième, on va pas revenir dessus. Moi, c'était Split, hein, voilà. Bon, moi, je vais parler de mon. Donc, après l'échelon doré, on va parler de l'échelon argenté. Oui, je préfère faire dans ce sens-là, c'est plus original. C'est vrai. Le argenté au-dessus du doré. Pourquoi pas. Voilà. Eh bien, argenté pour Lost City of Z. Ah oui, magnifique. J'ai eu raison de le mettre. J'ai été à 2 doigts de le mettre, mais non, il n'y avait pas assez de place. Et tu me demanderas certainement pourquoi argenté. Parce que le réalisateur s'appelle James Gray. Et Gray, ça... Bon, je sais que ça s'écrit avec un A, mais ça ressemble à gris. Et de gris, c'est assez proche. Oui, voilà. Donc, ça va loin, mais oui, bien joué. Alors, lui aussi, il se déroule à peu près à la même... Ah non, bien plus. Non, c'est 20e siècle, le début du 20e siècle. Voilà. Un peu en même temps que Tarzan, quoi. Oui, voilà, on va dire, si on veut. La référence qui... Merci. C'est une très belle référence. Absolument, mais oui. Donc, Lost City of Z, ce qui est très beau dans ce film, c'est que c'est un film sur la quête. L'obsession aussi, mais... Et une quête qui ne sera carrément... qui sera là tout le long, même après la fin du film. Oui. C'est une quête qui aura eu raison même du film. Qui aura eu raison, tout à fait. Et c'est ça qui est très... Alors que les occasions d'en être à 2 doigts n'ont pas manqué. Toujours une raison différente, toujours... Et c'est ça qui est d'autant plus fort, qui joue avec la frustration. Et d'ailleurs, qui dit quête, qui dit quête inassouvie pense souvent au Graal, même si le Graal a été trouvé dans la quête arthurienne, il me semble. Mais voilà, il dit souvent Graal, il dit souvent aussi légende. Et c'est pour ça que cette City of Z va devenir une légende. Ça ressemble même aux cités d'or. Ben oui, Eldorado. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre en position dorée, lui aussi. Mais bon, tiens. Parce que ça ressemble aussi à la base secrète de Penny dans Kingsman 2. Là. Oh là là, bon, allez, en plein Cambodge, c'est aussi oui. Ça se trouve, elle l'a trouvé, elle, la Lost City of Z. Peut-être. Ah, quoi que non, le Cambodge, c'est pas en Amérique du Sud.
Bon. Alors, voilà, donc voilà, parce que c'est Velocity of Z, c'est un peu comme Tintin et le Temple du Soleil, c'est toujours une quête des fameuses cités mayas, je crois. Oui, c'est dans ce goût-là, en tout cas. Oui, et vraiment avec l'esthétique donc des années 1900. La photo est vraiment magnifique. Moi, je me rappelle d'un film, tu sais, toujours avec ce sorte de voile de côté... Et justement, ce voile, enfin, moi je l'identifie comme ça, qui fait écran, justement, avec la quête, avec ce qui pourrait être tangible, accessible, voilà. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est que c'est un film qui parle aussi de la lutte des classes, en sous-texte, hein, mais c'est que lui, on a l'impression qu'il essaie aussi, donc cet aventurier, là, Fawcett, je sais plus comment il s'appelle, mais on a l'impression qu'il veut aussi se prouver qu'il est capable tout autant que des plus, enfin l'élite, hein, tout autant que l'élite. Il veut se prouver qu'il est capable de grandes choses, que son nom peut passer à la postérité. Et donc il y a tout ça, et en même temps, on sent que ça le dépasse. On sent et ce qui est très bien, c'est que il est confronté du coup à des tribus. Et ça rejaillit en fait, ça je trouve, cette lutte des classes. Et d'un coup, comment se comporter face à d'autres autochtones, à d'autres... Et on sent qu'il est rongé par ce conflit-là. C'est intéressant, moi je trouve. C'est aussi une histoire de famille. Et de famille aussi, parce qu'avec le fils notamment, la femme. Et notamment de famille, mais derrière la famille, tu as aussi l'idée qui rejoint la notion de quête, la notion de passage de flambeau. C'est une quête, comme dans la légende arthurienne, ce n'est pas qu'une seule personne qui l'amène, c'est tout un groupe de personnes, toute une dynastie, presque. Et donc là, il y a aussi cette notion-là, que les uns après les autres, cette City of Z, les aura tous les uns après les autres. Même la femme, elle y passe d'une certaine façon à la fin. Ce qui est génial, ce plan, hein, d'ailleurs, dans un miroir où on la voit... Ah, mais les miroirs c'est ça. Ce sont souvent de véritables coffres à merveille. Ah oui, bah alors c'est vrai que c'est très très beau ce plan. Ouais. C'est voilà, donc quelque part c'est vraiment une histoire de génération et quelque part de recherche de la question ultime. C'est pas comme si Z là-dedans c'était l'essence humaine, quoi, cette éternelle recherche inassouvie. C'est vrai. Un très beau film. Alors passons à mon quatrième, qui est Nocturnal Animals. Alors lui, là, bon, il a un parcours un peu particulier dans mon top, parce que, a priori, il n'aurait pas dû y figurer, puis il a suffi que je le revoie une deuxième fois, et ça a été... au début, je crois même que tu n'avais pas vraiment aimé. J'étais très mitigé, je lui reconnaissais des qualités, mais je lui voyais aussi beaucoup de faiblesses, et à la revoyure, je sais pas, il s'est passé quelque chose. À la revoyure. La révélation. À la revoyure. À la revoyure, c'est clair. Et, en fait, tous mes tapeurs. Vraiment, l'évangile selon Wayne, enfin bon. On est vraiment dans un top très marqué, hein. Très marqué par la foi. C'est vrai, ouais. Non, alors pas tellement, mais non. C'est l'histoire d'une galeriste d'art qui vit dans le luxe, dans la mode, dans l'osmose, à Los Angeles, et elle reçoit un jour un manuscrit, celui de son ex-compagnon. Avec on ne sait pas trop comment ils se sont séparés, tout ça, et elle se plonge peu à peu dans ce roman, et en parallèle donc on voit ce qui se passe dans la fiction, et à partir de là le film va faire converger l'histoire intime avec avec la mise en abîme de la fiction dans la fiction. Ça qui est... Même si c'était une mise en abîme voulue par le personnage de l'écrivain. Complètement. C'était parce que c'est carrément ah bah oui. De toute façon, ceux qui sont vécus d'une certaine façon. C'est une transposition. La fiction, d'un coup, rappelle l'histoire de leur relation et comment ça s'est terminé, mal, hein, parce qu'on va l'apprendre aussi. Le film joue aussi avec des flashbacks, donc il y a vraiment une construction un peu en puzzle qui est très élaborée, très sophistiquée, et qui permet in fine d'arriver vraiment au grand thème du film, qui est l'impossibilité finalement, qui est la vengeance, certes. Alors, c'est là aussi où j'avais ma réserve, parce que ce thème-là était asséné dans une scène où on était, à un moment donné, l'héroïne, jouée par Amy Adams, que j'adore, voilà, au passage, mais qui passe dans un musée et qui voit sur un écriteau Revenge. Alors je me suis dit, bon, si on n'a pas compris le sens de ce qui est en jeu, bon, mais à la limite, moi je suis passé, je passe sur ce genre de choses parce que c'est en fait beaucoup plus subtil qu'on ne le pense, et il y a vraiment des choses, des liens
En le revoyant, par exemple, j'ai vu... Enfin, il y a une scène à un moment donné où, dans la fiction, le père voit sa femme et sa fille tuées, en fait, par un gang, et il retrouve leurs dépouilles sur un canapé. Et alors ça, je ne l'ai pas vu par moi-même, mais en allant un peu chercher sur le film, parce que c'est un film qui mérite de creuser, enfin vraiment. Et ce canapé-là, en fait, c'est le canapé où est allongée Amy Adams lorsque, dans un des flashbacks, lorsqu'elle lui dit que son manuscrit n'est pas bon et que... Et, voilà. Et là, on se rend compte à quel point comment tout est retransposé. Chaque élément de la fiction... Tout était dans le canapé. Voilà, tout était dans le canapé. Et il y a d'autres choses aussi, hein, je ne me rappelle plus, il y a une histoire de voiture aussi. Où, la voiture qui appartient au gang, finalement, c'est une voiture qui sera dans l'arrière-plan, dans l'un des flashbacks, lorsqu'ils rompent, en fait. La scène de leur rupture, qu'on revoit en flashback, à ce moment-là, il y a une voiture qui est comme un peu une voiture de collection. Tu es sûr, tu as noté le numéro de la plaque minéralogique ? Absolument, voilà. Donc, bon, c'est des détails, ça reste des détails, bien sûr. Mais c'est pour dire comment déjà le cinéaste a conçu ce monde fictionné, là, hein, à tel point que tout est retranscrit. Sinon, il manquait juste du budget pour acheter 2 canapés. Non, je crois pas, non, quand même. Voilà, il faut dire quand même aussi que c'est vraiment un film très noir. Hein. Je veux dire, toute la partie fiction, ça va... D'ailleurs, à propos de la partie fiction, c'est elle qui m'a un peu gêné. Alors, j'adore effectivement toute l'idée, l'enjeu, la volonté, le scénario, et en particulier du côté réel. Mais ce qui m'a manqué dans la partie fiction, c'est, comme tu dis, ce fameux lien. Alors oui, il y a un lien entre ce qui se passe dans la fiction et dans la réalité, mais ce lien, je l'ai trouvé un peu arbitraire. Un peu comme pour ce que je disais sur Mise à mort du cerf sacré, où il y avait des scènes qui étaient choquantes pour choquer et qui pouvaient très bien être, selon moi, remplacées par d'autres scènes tout aussi choquantes pour choquer. Là, c'est pareil. Je me demande si la fiction, si le personnage de l'écrivain avait choisi une autre fiction dans laquelle il aurait glissé les mêmes parallèles, quelle aurait été la légitimité du film qu'on a eu par rapport à cet autre film possible. Oui, bon, mais ça c'est... Alors oui, je sais que c'est du pinaillage, mais voilà, il m'a peut-être manqué cette sensation de me dire, il fallait, dans ce film, il fallait que dans la fiction, ce soit ça et rien d'autre que ça. Moi, mon intérêt, il m'a manqué cette évidence, quoi, cette évidence-là. Moi, je crois que c'est un film qui marche beaucoup sur le contraste, sur l'opposition, et là, on a un monde glacé, vraiment vitrifié, le Los Angeles de la mode, et d'un coup, la fiction nous plonge dans un désert aride où le sang va couler à flot. Là, je trouve qu'il y a un choix dans l'esthétique, et même dans le genre, parce que c'est deux genres, finalement, qui ne se rencontrent jamais. On a un genre qui est très, voilà, on est dans une sorte de fast, sorte de film, oui, le drame un peu bourgeois, ouais, on va un peu voilà, et d'un coup on a aussi du survival un peu trash, et c'est là je trouve que c'est d'autant plus pour sceller finalement leur désharmonie, leur désunion. Mais quelque part il y a d'autres genres qui auraient été très différents du bourgeois. C'est peut-être, bon, je sais que c'est un chipotage, mais il m'a peut-être manqué cette idée-là, cet élément pour me dire, mais il fallait que l'histoire dans l'histoire raconte ça. Ouais. En tout cas, ça donne lieu à une scène de fin, je trouve. Encore une fois, après Mise à mort du cerf sacré, d'autres films, mais... Ma vengeance sera terrible. Cette fin-là, qui est d'une amertume, et en même temps d'une cruauté, ça te laisse absolument... Encore une fois, t'es glacé, et en même temps... Notre top est non seulement imprégné de spiritisme, avec tous les films qu'on évoque, mais il est aussi beaucoup imprégné de silence. Et là, parce que cette fin... c'est une autre manifestation très forte du silence. Complètement. Donc, passons, après l'argenté, j'aimerais parler du cyan. Alors le cyan. Et le cyan, je vais citer un film qu'on a déjà évoqué en avis à vif et dont on n'a pas du tout parlé plus tôt dans ces Fascinéphiles 4. Baby Driver. Ah oui, bon, ben voilà, oui, non, mais bien sûr. Raté. Bon. Alors, je passe, donc après avoir évoqué le cyan, je passe au bleu. Oui. Attention, parce qu'à partir du bleu, là on entre dans le trio de tête. Eh oui, le trio de tête, le podium, eh oui. Le bleu. Alors, je vais parler aussi d'un autre film qu'on a évoqué également dans la vie et dont on n'a pas du tout parlé précédemment. Ouais, alors... Quelques minutes après minuit. Raté encore. Alors moi, par contre, je vais évoquer en troisième un film qu'on n'a pas évoqué
C'est la main qui s'appelle... Ma vengeance sera terrible. Ghost Story, bien sûr. Ma vengeance a été terrible. Et voilà, on en a parlé. Eh oui, on l'a déjà évoqué. Bon, tant pis pour toi. C'est pas grave. Les deux qu'on va évoquer, peut-être, ceux-là... Ceux-là, oui. Alors, permets-moi de commencer, parce que c'est moi le plus lésé dans l'histoire. Vas-y. Alors, après le poste bleu, attention, roulement de tambour, le sablier, prépare-toi. Oula, j'en tremble, vite. Le magenta. Magenta. D'ailleurs, magenta, entre nous, tu sais que c'est une couleur assez unique dans le spectre lumineux, parce qu'elle n'a pas de longueur d'onde pure. Bon, on meurt d'impatience, Vivien. C'est comme ça. Je veux dire, comment crois-tu que les grands maîtres du suspense retarder indéfiniment l'information. En fait, mon but, c'est que tu n'apprennes jamais même que le film que j'ai mis en poste magenta, c'est Mozart. Ah, parfait. Ah, ben voilà. Eh ben, écoute, on a les deux mêmes. Moi aussi, le deuxième. Ah, quel tricheur. Ah oui, les veux-tu, hein. Ça va. Les grands esprits se rencontrent, Vivien. Magenta aime comme Mozart. Et oui, en plus. Là aussi, on en a parlé dans un avis à vivre très long, mais ça méritait. Par un 9. C'est ça. Les avis à vivre dans l'unité et le 9 seront nos avis à vivre les plus longs. C'est le sage qui l'a dit. C'est vrai. Et on ne contredit pas le singe. Le sage. Le singe non plus, peut-être, hein, mais non. Le songe. Le songe aussi. Dis donc. Qu'est-ce que... Oui, donc, on va simplement redire que c'est un film qui est très mal aimé. Là, j'ai vu des critiques pleuvoir à son sujet. C'est ridicule, c'est grossier, ça va dans tous les sens, c'est hystérique. Enfin bon, à un moment donné, je me suis dit, c'est pas... Alors, hystérique, à la rigueur, c'est pas que c'est hystérique. Disons, pour moi, ça serait pas... Et puis, c'est surtout pas péjoratif. Voilà, surtout, tout ce que tu viens de dire là, à la rigueur, pourquoi pas, mais en termes de... en tant que qualité. Parce que c'est un film qui s'en joue. C'est un film qui joue avec le ridicule comme si c'était de l'argile. C'est vraiment, avec surtout cette esthétique de Troisième Guerre mondiale, tu te demandes toujours mais jusqu'où il va aller le film, jusqu'où il va aller, mais c'est jamais ridicule. C'est sur la ligne, hein, par contre. Mais c'est le funambulisme. Mais c'est le funambulisme, mais la perfection du funambulisme, j'ai envie de dire là, on a rarement vu ça devient l'art du n'importe quoi. C'est presque, on n'est pas loin, et en même temps ça se tient, je trouve... parfaitement, hein. C'est... alors c'est la cohésion du n'importe quoi. C'est la cohésion du n'importe quoi. Voilà. C'est l'ordre du chaos. Non, et puis bon, on en a parlé, mais voilà, des thèmes qui sont vraiment très forts sur le côté, la création, la muse. Ce qui est très fort, c'est que on a un personnage effectivement qui cherche l'inspiration, hein, le mari, qui n'en trouve pas. Et il a besoin d'une muse. Il se trouve que la muse, c'est sa femme. Et ce qui est très fort, c'est que le film nous montre ça, le processus de création du point de vue de la muse. C'est une chose qui est assez rare. On voit souvent le point de vue de l'auteur, donc torturé, donc point de vue subjectif. Et là, finalement, c'est elle qui subit, c'est la muse, c'est l'inspiration. Et pour subir, elle subit. Ah, ça, elle subit fort. Là. Parce que notamment, la Mozart, donc elle est non seulement non seulement la muse, mais aussi la maison. À la fin, moi, toutes ces intrusions, je les vois presque comme un viol de la maison. Ah, mais complètement. Ouais, un saccage de la nature, même parce que... Oui, mais je veux dire, la maison, dans cet écrasement, d'ailleurs, à la fin, durant la scène d'orgie, presque elle se fait même un peu violenter. Voilà, et c'est pour ça que je trouve qu'il y a un parallèle d'autant plus viscéral entre elles deux, la maison et elle. C'est que la maison... se fait abuser au même titre qu'elle. Il y a vraiment... même quand elle pose ses mains par terre, tu sais que le parquet s'effrite. D'ailleurs, elle aussi, elle est brisée au même titre que la maison. Encore un parallèle. Et vraiment aussi sur la relation de couple qui est, moi je trouve terrible. C'est-à-dire que c'est un mari qui, par égoïsme, va complètement la reléguer et dans une sorte d'ambiguïté aussi avec elle. C'est-à-dire que tantôt il va essayer un peu de l'aider, puis l'instant d'après, mais il va
mais qu'est-ce que tu racontes, voyons, enfin c'est vraiment... Et donc on a un personnage d'une antipathie, mais alors moi j'ai... Même si tu es divisé, parce que tu as envie quand même tu es conscient que c'est le seul qui serait susceptible d'être un personnage de soutien. Mais enfin quand même, quand on voit ce qui arrive au bébé, et qu'après il lui demande, mais le pardon, il faut... Le bébé qu'il faut présenter à la foule. Tu te dis... C'est l'histoire de la vie. Ouais. Le cycle éternel. C'est vraiment ça, le pauvre en plus. Sans le bébé. Ouais, pour un cycle d'ailleurs. Ça va être vite achevé le cycle là. Mais ça est très fort aussi parce que le film est un cycle. C'est vrai. Éternel. Une boucle infernale aussi parce que c'est aussi ça, c'est le paradis, l'Éden au début, c'est cette maison et puis ça devient l'enfer. Donc là on est vraiment dans une retransposition de la Bible. Hein. Et ce qui est très fort, qu'on n'avait pas évoqué aussi, c'est que le film est tourné avec 3 axes de caméra seulement. Et c'est là que tu vois à quel point c'est prodigieux. C'est un axe qui suit de dos la mère, la mother du titre, le personnage féminin. Un axe qui la filme elle de face, et un autre axe point de vue subjectif d'elle. Et le film est entièrement réglé sur ce principe-là, de 3 axes. Il n'y a aucun axe Aucun autre axe. Si, le fantasme. Si ce n'est les scènes qui sont fantasmées, ou qui sont... mais finalement, même quand on a l'axe, je pense, de loin, là, de la maison, finalement, on serait... dans sa tête, oui. Voilà, admettons... Subjectif. Voilà, de toute façon, si elle est la maison... En d'autres termes, elle est là dans tous les plans. Ah oui, tiens, le film, cette actrice Jennifer Lawrence, magnifique, une des performances les plus fortes de l'année. Puis Michelle Pfeiffer aussi, dans un rôle un peu diabolique, parfait, la taille pour elle. Voilà, c'est... Enfin bon, voilà. Et après le magenta, nous avions parlé de la couleur qui n'a pas de longueur d'onde unique. Et bien maintenant, parlons d'une couleur encore plus invisible. Et oui, pour après le magenta, l'ultraviolet. Eh oui, on a fait fort. Bah oui, le top 1, fallait quand même aller. Voilà. Alors, ultraviolet, je te propose de dire le titre à nous deux. Moi, je commence par la première syllabe, toi la seconde et la troisième ensemble. Ok. La lande. Bon, ça serait douté, peut-être. Je sais pas si vous nous avez suivis. Voilà, vous avez vu notre enthousiasme. Dès janvier, l'année était pliée en fait. Mais bon. C'était inutile de continuer. On aurait pu s'arrêter là, mais bon. Ah bah non, on n'aurait pas eu Mozart. Non, on n'aurait pas eu Mozart et tous les autres aussi, mais voilà. Ouais. C'est vrai que celui-là, bon, ça a été une évidence, mais totale. Hein. Une évidence criante, chantante, musicale, ce qu'on veut, dansante. Ah oui, non, mais c'est vraiment, moi je crois, le genre de film dont on avait besoin quelque part, parce que c'est vrai que c'est un film c'est aussi sa grande qualité, c'est qu'il n'est pas dans une forme de joie totalement... oui, il y a de la mélancolie. Il y a de la mélancolie, il y a de la tristesse. Il y a de la colère, parfois. Voilà, là encore une fin magnifique, décidément, cette année, on aurait été servi. Mais je te l'ai dit que pour toi, toutes les fins de films sont géniales. Mais voilà, depuis le début, tu n'arrêtes pas de dire ça. Que veux-tu ? C'est vraiment l'âge d'or des comédies musicales, mais en même temps modernisé, avec ce couple glamour au possible. Vraiment, Ryan Gosling et Emma Stone, parfait, là. Et surtout... D'ailleurs, Gosling et Stone, c'est pensé à Rolling Stone. Ah ouais, on est pas loin, c'est vrai. Aussi un groupe de musique. Aussi, voilà. Il faut dire aussi à quel point... moi, ce qui est frappant dans La Lande, ce qui était déjà là dans Whiplash, le précédent film de réalisateur Damien Chazelle, donc, c'est cette science de la musicalité, aussi du rythme, un peu de la même façon que Baby Driver. C'est comment tout est à l'image, ce jazz qui est bouillonnant... et qui est décliné aussi dans des scènes de chorégraphie que je trouve féeriques. Enfin, c'est cette scène lorsqu'ils se retrouvent en haut de cette colline et ils dansent. Et il y a plusieurs scènes de toute façon. Quand ils s'envolent dans le parce que c'est vraiment virtuose dans le point de vue. Tu passes de réalité à fantasme sans qu'il y ait de transition, comme si les deux n'étaient qu'un. C'est vrai, c'est vraiment... Et tout ça pour arriver à... C'est comment deux artistes, elle qui veut percer en tant qu'actrice et lui en tant que musicien, comment leur rêve n'est pas compatible avec leur relation. Et en tout cas, ils se convainquent que c'est ça. Oui, et pas compatible, pas vraiment, parce que c'est aussi grâce à leur relation qu'ils les concrétisent chacun d'entre eux. Donc, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est à double... En même temps, et dès que ça devient trop important pour eux, c'est là qu'ils se disent, finalement, on ne peut pas continuer ensemble. Mais en même temps, c'est grâce à leur union, comme tu dis.
Et à la fin, donc, on a quelque chose d'assez formidable, une sorte de relecture du film totalement de A à Z, mais sous un jour qui aurait été plus favorable peut-être à leur relation. Et là, on se rend compte que l'impact du film, c'est une fin totalement sublime. Comme quoi, il y a dans chacun de nos gestes, réfléchis bien à ça, dans chacun de nos gestes, il y a des tas et des tas d'avenirs. C'est vrai, très très beau. Bon, bah écoute, voilà, je crois qu'on s'était largement penché sur le sujet, sur le film. C'est un film ultra, c'est normal qu'on le mette en ultraviolet. C'est ça, vous pouvez pas... oui. Donc ben voilà, je crois qu'on a fait un bon tour. 2017 a été très riche, donc on verra bien 2018 maintenant. Il va falloir la prochaine fois que je trouve un autre système ou alors d'autres couleurs. C'est ça, va falloir se renouveler, ça peut être simple. Mais t'as un an pour te préparer, ne t'en fais pas. Merci. Donc on attend énormément 2018, on verra si elle est à la hauteur. Voilà. Donc on vous donne rendez-vous pour un podcast de ce même type dans un an, du coup, à peu près. Ouais. La prochaine fois, j'essaierai de trouver des noms de légumes. Ah ouais, ça peut le faire. Je crois qu'on s'y perdra moins, d'ailleurs. Attends, faut que je me méfie parce que si je mets tomate dans l'eau, ça risque d'être mal interprété. Ah oui, parce que jeter, ouais, non, quand même. Faudra trouver un fruit un peu plus noble. Voilà. Concombre. Pourquoi pas, oui. Bon. Citrouille. Ah oui, quelque chose, ouais. Je crois qu'il va y avoir un Halloween, alors qui va sortir en 2018. Donc si jamais, par bonheur, c'est un magnifique film, tu pourras mettre la citrouille dans ton top 10. Bon, je te laisse la réflexion, Vivien. En attendant, je vous dis une bonne année, surtout, n'est-ce pas, Vivien? Bonne année à nos auditeurs, quand même. Courgette. Non. Je te laisse cette réflexion, je crois que c'est trop. Bon, allez, bonne écoute, surtout, j'espère que vous avez apprécié, et puis à bientôt. Et on retourne le sablier pour cette nouvelle année. Bonne année cinématographique 2018. Voilà. Et faites de beaux rêves. Eh oui, bonne année.